Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du chapitre 7, intitulée Sécuriser ses bitcoins. Présentation qui se réalise lors des Meetup Bitcoin Lille, une fois par mois avec une présentation annuelle de ce point de vue-là. Alors, on va commencer aujourd'hui à discuter finalement des raisons pour lesquelles c'est important de sécuriser ses bitcoins. Et puis après, on verra différentes étapes de manière graduelle dans la sécurité que nous pouvons appliquer justement pour pouvoir avoir des bitcoins les plus sécurisés possibles. Alors déjà, la sécurité c'est important, évidemment, mais dans un monde où tout se passerait bien, où tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, il n'y en aurait pas nécessairement besoin. Or, il y a tout de même la possibilité dans notre monde qu'est le nôtre finalement, d'avoir la faillite d'une plateforme ou un hack, ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le passé, ça arrivera dans le futur malheureusement. On peut aussi avoir un ordinateur ou un téléphone qu'on utilise, sur lequel on a du bitcoin, qui finalement en fait est verrouillé. Une faille de sécurité d'un logiciel, la perte ou la destruction finalement d'un matériel, qui implique qu'on perd directement les bitcoins qui sont présents entre guillemets là-dessus, des situations d'arnaque, et puis on verra à la toute fin également certaines situations un peu particulières, mais qui peuvent être l'oubli d'une seed phrase, l'oubli d'une passphrase ou autre, et puis également tout simplement la mort. C'est un point qu'il faut aussi avoir en tête si on souhaite sécuriser ses bitcoins dans le temps, voire même avec sa legacy. Alors dans un premier temps, on va discuter je pense le point le plus important finalement pour commencer, de tout simplement retirer ses bitcoins des exchanges. Alors, un exchange, c'est quoi? Bon, finalement, le terme français, ce sera un échangeur, donc c'est un petit peu stupide. En gros, pour faire simple, c'est l'équivalent tout simplement d'une banque pour ses bitcoins, pour les crypto-monnaies, etc. de manière générale. Alors, les exchanges les plus connus, il y a évidemment Binance, Coinbase, Kraken et plein d'autres. Il y en a on va dire des centaines. On amasse des milliards et des milliards de dollars en bitcoin chaque jour, que ce soit pour le trading ou même des bitcoins qu'ils ont et qu'ils stockent par eux-mêmes. L'intérêt pour la majorité des gens d'utiliser un exchange, c'est justement de ne pas avoir à sécuriser par soi-même ces bitcoins. Les exchanges qu'on a ici sur cette slide sont ce qu'on appelle des CEX, des Centralized Exchange. En fait, c'est tout simplement des exchanges qui sont centralisés. Autrement dit, c'est une personne ou une entité qui fait ce qu'elle veut directement des jetons qu'elle possède. Il existe néanmoins un deuxième type d'exchange qu'on appelle les DEX, les Decentralized Exchanges, qui, eux, sont des échanges décentralisés. Alors, il y en a moins, forcément, pour certains plus ou moins connus en fonction des blockchains et des shitcoins qu'il y a derrière. En réalité, le plus connu, généralement, c'est DYDX, sur l'écosystème Ethereum. Sur l'écosystème Bitcoin, on n'a pas beaucoup de DEX qui sont très utilisés, mais il en existe quelques-uns, et c'est quelque chose qui a tendance à se développer. Alors bon, la différence entre CEX et DEX, donc entre Centralized et Decentralized Exchange, on pourrait se dire finalement un échange décentralisé, c'est hyper sécurisé. En fait, en réalité, pas tout à fait. C'est plus une gestion de contrôle des fonds, plus sous la forme de smart contract ou de programmes embarqués, plutôt que sur des centralized exchanges, où le fonctionnement est un petit peu différent et il est au contraire beaucoup plus centralisé, qui ne passe pas, comme je le disais, par des smart contracts ou des programmes qui vont permettre un certain nombre de choses. Alors on pourrait se dire que c'est vachement bien d'avoir ses cryptos ou son bitcoin sur un CEX ou sur un DEX, et en fait on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de problématiques. Dès 2014, on a eu un premier hack qui a fait beaucoup parler de lui, le hack de Mt. Gox, et ensuite en 2018, quelques années après, le hack de la plateforme japonaise CoinCheck, avec quasiment dans ces deux situations-là 500 millions de dollars en bitcoin, au prix de 2014 et 2018, qui ont été hackés. Plus tard, en 2022, on a eu Binance qui s'est retrouvé du coup dans une situation compliquée avec plusieurs centaines de millions de leur token qui a été créé ex nihilo, comme d'hab, et en l'occurrence, il y a eu 100 millions de dollars qui ont été hackés. Quelques mois, années après, on a eu la fameuse faillite de FTX, avec, du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sa tête, SBF, Sam Bankman-Fried, et puis sa copine et collègue, qui finalement, en fait, ont utilisé les fonds de leurs clients et qui ont fait un certain nombre de choses avec ça, un peu comme ce que font les banques financières, finalement, puisque les banques financières utilisent le fonds de leurs clients, donc nos fonds. Et puis en parallèle, la plateforme FTX, il se trouve qu'elle s'est fait hacker à peu près dans ce timing-là, justement. Beaucoup de questions sont posées à ce sujet, mais passons. Certaines personnes vont dire que finalement tous les exchanges que j'ai présentés étaient des CEX, des Centralized Exchanges. C'est effectivement correct. Néanmoins, il existe des DEX qui eux aussi se sont fait hacker.
Typiquement, le mois dernier, on a FixedFloat, qui est un DEX qui est plutôt utilisé, qui a perdu 26 millions de dollars avec un hacker qui a réussi à rentrer dans certaines bases de données et à prendre, on va dire finalement, de prendre le lead et la main sur certains smart contracts. Et puis, en parallèle, on parlait des hacks, que ce soit sur les SEX et sur les DEX. Un autre problème des exchanges aussi, c'est que derrière, les gouvernements ont la possibilité de saisir directement les crypto-monnaies en réalisant un mandat. Alors, effectivement, si vous êtes en situation de fraude fiscale, ou non, peut-être pas fraude fiscale, plutôt dans une situation de blanchiment d'argent, de trafic d'enfants ou je ne sais quoi, bah évidemment, c'est sûr que dans cette situation-là, il y a des raisons pour lesquelles les mandats sont mis en place. Mais si par exemple, vous vous retrouvez juste à avoir acheté du Bitcoin en peer-to-peer, ou bien à un copain ou à une connaissance, et que finalement cette personne-là avait en amont tout simplement transformer du coup des dollars qui venaient ou de la monnaie fiduciaire qui venait d'un trafic X ou Y vers du Bitcoin et que vous achetez ces Bitcoins, bah vous vous retrouvez finalement en possession de Bitcoin un peu entre guillemets salis. Et donc derrière, face à cette situation-là, bah, si vos Bitcoins sont présents sur un exchange, il y a toujours la possibilité finalement pour l'exchange de coopérer avec la police, avec les organisations fédérales, et donc de vous retrouver avec vos Bitcoins et vos crypto-monnaies qui sont saisis. Ça, c'est un point auquel il faut faire très attention. Heureusement, ça n'arrive que peu souvent dans de rares situations. Un autre exemple pourrait être, vous êtes sur un exchange comme Binance, et puis malheureusement, une personne arrive et dépose sur Binance énormément de Bitcoin. Bon, bah, le problème, c'est que tous les Bitcoins sont envoyés au même endroit. Et donc, si quelques jours après, les organisations fédérales décident de demander à Binance de freeze tout ça, et ben derrière, vos bitcoins, vous ne pouvez pas les revoir avant que l'affaire soit terminée. Donc ça peut être un autre problème. Finalement, le problème général, c'est que quand vous avez vos bitcoins sur un exchange, vous ne possédez pas véritablement ces bitcoins. Un autre exemple que je trouve assez marquant date de l'année dernière, où on a un exchange qui était plutôt centralisé, TXBit, utilisé pas mal pour les mineurs crypto, qui finalement en fait a fermé, pas du jour au lendemain, non, ils ont laissé quelques semaines, je crois que c'était moins d'un mois, pour pouvoir retirer leurs fonds. Donc j'espère que vous n'étiez pas en vacances pendant ce moment-là, parce que sinon vos fonds, ils ont tout simplement disparu, puisque finalement on ne les possède pas. Alors le point positif dans tout ça, c'est que pour se sécuriser des faillites, de hacks, des fausses plateformes ou même d'arnaques sur certaines plateformes, il existe une solution. Et cette solution, elle est très simple, c'est de posséder soi-même sa Bitcoin, autrement dit, de posséder sa seed phrase. Donc une liste de plusieurs mots, ce qui va faire qu'en fait on rentre dans la situation où on passe en self-custody. Alors déjà, vous passez au niveau 1, super. C'est d'ailleurs ce que je vais expliquer juste après. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux adage « Not your keys, not your coins », puisque si vous ne possédez pas la seed phrase, donc la clé privée de vos bitcoins, et que vous mettez vos bitcoins sur un exchange, et bien finalement, ce n'est pas vos bitcoins, ce n'est pas vos coins. Alors, première étape, du coup, enfin, on va dire premier niveau, vous venez de retirer vos bitcoins à un exchange, il va forcément vous falloir les envoyer quelque part. Et pour ça, on va devoir disposer finalement d'une seed phrase. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, la seed phrase, en français ça se traduit par graine, ou bien par clé privée. Bon, clé privée c'est pas très pertinent, c'est plus un abus de langage, mais soit. En fait, tout simplement, il faut se dire que quand on va recevoir ou envoyer du Bitcoin, on va utiliser des adresses Bitcoin. Vous savez, cette suite de caractères un petit peu moche, cryptographique, etc. etc. Et bien tout simplement, cette suite de caractères, ces adresses, en fait, elles viennent on va dire de 11 à 24 mots qui peuvent être créés, qu'on appelle justement cette seed phrase. Et donc ici, on a deux exemples. À gauche, une seed phrase de 12 mots, à droite, une seed phrase de 24 mots qui ont été générés aléatoirement par rapport à un dictionnaire de 2048 mots et qui, derrière, vont vous amener en fait à disposer de tout simplement des bitcoins qui sont associés aux adresses liées à ces 12 mots. Alors, beaucoup de personnes se disent tiens super, je viens de télécharger une application ou d'utiliser un portefeuille et puis hop, je viens d'avoir ma seed phrase. Je vais la prendre en photo, super. C'est une très mauvaise idée. Pour une raison qui est simple, c'est que si vous la prenez en photo et que n'importe qui accède à votre téléphone ou même décide de regarder dans vos photos, eh bien il suffit derrière de voir cette seed phrase et puis derrière, tous les bitcoins qui y sont associés vont disparaître. Ne prenez surtout pas votre seed phrase en photo, à moins que vous sachiez que derrière vous n'allez rien mettre dessus parce que vous êtes juste en train de faire un test pour découvrir l'interface, par exemple. Autre chose, d'autres personnes se disent aussi tiens, je vais écrire ma seed phrase sur un bout de papier. Alors ça, c'est effectivement une bonne idée. D'ailleurs, dès que vous allez lancer un portefeuille, un wallet,
À chaque fois, ils vont vous sortir une petite phrase de 12 ou 24 mots générée aléatoirement, et on va vous demander de l'écrire pour pouvoir la conserver sur un bout de papier. C'est une très bonne idée, parce que derrière, eh bien finalement, il n'y a pas la possibilité pour quelqu'un qui est sur Internet de pouvoir l'obtenir, cette petite phrase. Néanmoins, c'est aussi une mauvaise idée. C'est aussi une mauvaise idée parce que finalement, si vous avez écrit vos 24 mots, et donc que les bitcoins qui sont associés à ces adresses des 24 mots, eh bien, sont sur ce portefeuille-là, et sur cette seed phrase-là, eh bien, vous allez vous retrouver dans la situation où finalement, ce n'est qu'un bout de papier. Et là, il y a plein de possibilités. Vous pourriez très bien le perdre. Il pourrait très bien y avoir un incendie qui n'est pas planifié, une inondation. Vous pourriez même avoir l'État qui décide de saisir votre seed phrase, ou même dans des situations où vous avez des enfants, ou bien un mari ou une femme qui ne supporte pas les feuilles qui volent, et bien derrière, le papier qui se retrouve totalement crayonné ou à la poubelle. Finalement, vous avez perdu votre seed phrase, donc vous n'aurez plus la possibilité de retrouver les bitcoins en question. Et ça, c'est un véritable problème. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, écrire sa seed phrase pour la première fois sur un bout de papier est une bonne chose, mais au bout d'un moment, il va falloir trouver une solution. Et ça tombe bien, des solutions, il en existe pas mal. Pour sécuriser sa seed phrase de la perte, de la destruction, d'un incendie, d'une inondation, d'un séisme même, et d'une saisie. Alors ces solutions, elles sont à l'ordre de 5. Les deux premières, on va dire que c'est le début, c'est pas forcément les plus importantes, mais la première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement d'écrire cette seed phrase plusieurs fois. Allez, si le bout de papier est jeté une fois, on peut tromper 1000 personnes, mais pas être trompé 1000 fois. Bon, même chose pour le bout de papier. Donc finalement, en fait, en écrivant plusieurs fois cette seed phrase sur plusieurs bouts de papier, voire même en les déposant dans différents lieux, donc dans plusieurs maisons, par exemple à votre appart ou dans votre maison, dans un endroit que vous tenez secret, chez votre grand-mère, au travail ou je ne sais quoi. Bon, peut-être pas le travail la meilleure idée, mais à vous de voir. Voire même dans plusieurs départements. Il y a même des personnes qui décident de le faire dans plusieurs pays ou même dans plusieurs juridictions pour qu'il ne puisse pas y avoir de saisie réalisée là-dessus. Et bien finalement, ça va vous permettre, si votre maison crame, derrière, finalement, d'avoir encore à disposition cette seed phrase. Par contre, une petite chose, si vous décidez de le mettre auprès de votre notaire ou de votre banquier, je conseille pas du tout ça. Parce que finalement, ces deux personnes vont avoir la possibilité d'accéder involontairement ou volontairement à cette liste de 12 ou de 24 mots, et finalement, qui dit qu'ils vont pas décider de l'utiliser. Même si ce sont des professionnels, personne ne saura que c'est eux qui ont obtenu cette liste de mots, et qui du coup, par conséquent, les ont ont retiré et vidé le portefeuille en question. Donc surtout, ne parlez pas de cette seed phrase à votre entourage, on va dire de manière générale. Ne dites pas où elle est sécurisée. C'est vraiment un point qui est important. Mais effectivement, dupliquer ce bout de papier est pas mal. Super, on est déjà en train de passer au niveau supérieur. Malheureusement, il y a quand même un problème. Le problème, c'est celui finalement qu'on vient de dire. C'est que si cette seed phrase, elle se retrouve à différents endroits, et finalement, ça se trouve, ces différents endroits vont cramer en même temps. Donc derrière, on peut se dire, tiens, quelle est la solution pour justement faire en sorte que toujours face à l'inondation, au séisme, au séisme, ou même aux incendies, faire en sorte que ces bouts de papier ne puissent pas disparaître. La solution, c'est tout simplement de graver cette seed phrase dans une plaque en acier. Alors, j'ai souligné en acier parce qu'en réalité, il existe plein de modèles différents. En aluminium, en acier, en titane, et dans d'autres matériaux un petit peu composites. En réalité, il y a James Dunlop, un OG de Bitcoin, qui a commencé Bitcoin en 2009-2010, qui a réalisé des tests sur des dizaines et des dizaines de plaques en métal différents, avec des formes différentes, etc. Justement pour voir ce qui était le plus pertinent, le plus résistant à la corrosion, également aux incendies, donc quand je dis incendie, c'est incendie de maison, également au séisme, à l'eau, etc., etc. Et également à la pression, comme je le disais, dans le cas de séisme. Il s'est rendu compte, que c'est la photo qui est à droite, que dans le cas de l'aluminium, ça fondait totalement, donc c'était à bannir, absolument à bannir. Ensuite, il existe d'autres devices en acier ou autres, comme des tubes avec des petites rondelles, et sur chaque rondelle, finalement les différents mots, c'est l'image du milieu, ou même des espèces de petites lettres qu'on va venir placer dans un boîtier. En fait, ces trois situations sont absolument à bannir, pour une raison qui est simple, c'est qu'un métal comme l'aluminium fond extrêmement facilement, et dans un feu de maison, dans un incendie, ça disparaît, ça se liquéfie. En parallèle, pour le cas des rondelles, s'il y a une pression, c'est impossible derrière de pouvoir les ressortir de nouveau, donc c'est inutilisable. Et pareil pour les petits bouts, les petites lettres,
Dans le cas d'un séisme ou même d'autres situations, comme un feu, finalement, les lettres peuvent partir et on se retrouve avec des mots totalement mélangés. Et à moins que vous ayez envie de passer votre vie à faire du Scrabble, derrière, vous vous retrouvez dans des situations finalement de panique. Donc en réalité, la seule chose qui convient convenablement, c'est de l'acier inoxydable, donc ce qu'on appelle du stainless steel en anglais, et il y a également le titanium. Alors le titanium, j'en parle même pas, parce qu'en fait, finalement, c'est un métal qui est cher. Et puis, de manière générale, dans les conseils qui sont émis, c'est 5 mm d'épaisseur. Et pour vous donner une idée, les plaques en acier, ça ressemble à peu près à ça. C'est 50 balles $50 approximativement pour une plaque en acier recto verso pour 12 ou pour 24 mots. Et on va venir, comme vous l'avez peut-être déjà vu, avec soit un clou, soit avec un petit stylo fait pour, briser en fait et mettre des points pour les 4 premières lettres de chaque mot. Des mots numéro 1 à 12 ou bien 1 à 24. Alors, super, on peut graver sa seed phrase, ça permet de résoudre quand même pas mal de problèmes. Et puis, il y a aussi des personnes qui décident de crypter soi-même sa seed phrase. Alors, qu'est-ce que j'entends par crypter? Ça peut être très bien, au lieu de mettre les mots, non pas dans l'ordre de 1 à 24, mais de 24 à 1. Ou bien, si vous n'avez que 12 mots dans votre seed phrase, écrire les mots 1 à 12, mais derrière, les vrais mots sont les mots 1, 3, 5, 7, 9, etc. Donc ça veut dire que votre seed phrase, en fait, en réalité, vous allez rajouter à l'intérieur de cette seed phrase 12 autres mots qui finalement n'existaient pas à la base. Et donc les mots qui correspondent à votre seed phrase sont par exemple les numéros impairs, et ceux qui ne correspondent pas à votre seed phrase, donc juste des ajouts pour finalement crypter un petit peu ça, rendre ça plus complexe, sont les numéros qui sont pairs. D'autres personnes décident d'encoder ça en morse ou en binaire, ou bien de faire des stratégies un petit peu différentes. Alors j'ai mis ça en rouge parce qu'on en parlera à la toute fin, mais en réalité, faites très attention à ça. Parce que derrière, c'est le meilleur moyen de se tromper soi-même, et finalement de ne plus être en capacité de pouvoir retrouver ce qu'on avait décidé de faire, ou de faire une erreur. Bon, on passe quasiment déjà au niveau 3. Hein. Là, on observe qu'on a retiré des exchanges, on a écrit notre seed phrase sur différents bouts de papier, en fait on l'a même mis sur des plaques en acier. Le problème, c'est que si quelqu'un trouve cette plaque en acier, et ben derrière on est foutu, parce que derrière, sur cette plaque en acier, il y a directement les mots, et donc du coup les bitcoins associés. Donc il y a la possibilité, et c'est le 5e point, de sécuriser cette seed phrase. Peut-être, je veux dire, un des plus importants. Peut-être pas pour commencer, mais un des plus importants, on va dire, c'est là où le palier de sécurité est vraiment bien. C'est tout simplement d'ajouter ce qu'on appelle une passphrase. En fait, quand on va sur un portefeuille, par exemple ici j'ai pris Sparrow, et qu'on décide de générer aléatoirement une seed phrase, donc une graine, ici j'ai pris 24 mots, donc on voit qu'il nous a généré 24 mots différents parmi le dictionnaire de 2048 mots dont on a parlé tout à l'heure. On a la possibilité de rajouter cette passphrase. En fait, c'est quoi? On peut le voir directement comme un 25e mot. 25e mot qui sera un peu l'équivalent d'un mot de passe que vous allez décider vous-même de rajouter. Et donc, cette passphrase a vraiment un intérêt. C'est que vous seul la connaîtra. Et donc, par conséquent, si quelqu'un trouve finalement cette plaque d'acier où les mots numéro 1 à 24 sont écrits, donc du mot carte au mot help sont écrits dessus, et bien finalement, quand il va rentrer ça dans un portefeuille, il n'accédera pas à vos bitcoins parce qu'il n'a pas la passphrase. Et donc la seule possibilité d'accéder à ces bitcoins sera d'avoir les 24 mots, et en plus de ça, d'avoir également la passphrase. Alors faites évidemment attention à la complexité. Si quelqu'un trouve cette liste de 1 à 24 mots, le met sur un portefeuille, observe qu'il n'y a pas de bitcoin, la personne peut se dire « Ah finalement, il y a une passphrase » et pourrait par exemple lancer un algorithme en brute force pour tester tous les mots de passe possibles et inimaginables. Bon, si vous mettez le mot de passe le plus utilisé par les Français en 2022 qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, derrière, en une seconde, c'est craqué. Mais si vous mettez un mot de passe complexe, derrière, ça prendra des années ou des dizaines ou des millions d'années, et derrière, vous serez tranquille. La passphrase est vraiment un point qui est extrêmement intéressant pour gérer finalement la sécurité de sa seed phrase. Bon, en résumé, franchement, bravo. Vous avez retiré vos fonds des échanges, vous êtes en self-custody, vous avez sécurisé votre seed phrase en la dupliquant et en l'écrivant à différents endroits, et vous avez même rajouté une passphrase complexe. Franchement, vous êtes déjà à un bon niveau de sécurité. Vous pouvez même, si vous vous sentez plus chaud de le faire, de graver cette seed phrase dans des plaques en acier, mais franchement, juste avec la partie qui est en verte, on est déjà bien. Alors, forcément, pour pouvoir faire des transactions, il va falloir utiliser un portefeuille, et généralement un portefeuille logiciel. Alors, il en existe plein, de gauche à droite, Sparrow, Electrum, Aqua, Samurai Wallet, RIP, Blue Wallet, Crypt Wallet sur téléphone, Phoenix également. Finalement, il en existe plein, ce sont des logiciels qu'on va télécharger sur ordinateur ou sur téléphone,
et derrière, en fait, on va devoir rentrer notre seed phrase là-dessus. J'ai même mis tout en haut, qui n'a rien à voir avec Bitcoin, mais MetaMask, le petit renard, parce que finalement, c'est un hot wallet, donc il est connecté à Internet, et tout ce que je suis en train de dire là en termes de sécurité vaut pour Bitcoin et pour finalement toutes les autres crypto-monnaies, donc ça peut être intéressant d'avoir ce point quand même en tête. Et donc comment ça fonctionne? Tout simplement, quand vous allez télécharger ce portefeuille, il va vous dire coucou, file-moi ta seed phrase et potentiellement ta passphrase. Ah oui, il va falloir la rentrer pour que derrière découlent les adresses et donc les adresses en question associées à vos 12 ou 24 mots, et également par conséquent qu'on puisse retrouver sur la blockchain Bitcoin les bitcoins qui vous appartiennent, donc qui appartiennent aux adresses liées à ces 12 ou 24 mots. Et donc par conséquent, vous allez devoir le rentrer. Et ça, c'est quand même un problème. C'est un problème parce que si votre téléphone ou votre ordi il est verrouillé, que vous avez ce qu'on appelle un keylogger, donc c'est-à-dire un petit logiciel qui va noter exactement tout ce que vous tapez sur votre clavier. Et à partir du moment où il va reconnaître que vous êtes en train de taper une seed phrase parce que c'est des mots du dictionnaire en question, et derrière il va savoir qu'il y a monsieur ou madame qui est en train sur son ordinateur de taper la seed phrase finalement d'un wallet Bitcoin, et donc il y a des bitcoins à voler. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut faire très attention. Pareil, si le logiciel est piraté, si c'est un logiciel, je sais pas, incorrect que vous avez téléchargé, et derrière, le logiciel peut s'amuser à envoyer la passphrase directement finalement au hacker. Et donc, il y a un gros problème sur le fait de taper cette seed phrase et cette passphrase, parce que vous pouvez potentiellement vous faire voler si vous ne faites pas assez attention de manière générale à votre privacy on va dire, à la sécurité de votre ordinateur. Et puis après tout, c'est une erreur qui est humaine, et ça peut arriver. Mais le point positif, c'est qu'encore une fois, il y a une solution. Une solution pour sécuriser ces seed phrases d'un hack du PC, du portefeuille logiciel ou même potentiellement d'un vol de votre PC. Cette solution, c'est d'utiliser un portefeuille, non pas logiciel, mais un portefeuille physique, qu'on appelle souvent un hardware wallet. Alors dans ce hardware wallet, en fait, on va pouvoir créer une seed phrase qu'on n'aura jamais à taper. Voire même des fois, on peut importer une seed phrase déjà existante, mais le mieux, c'est de la créer de zéro directement là-dessus. Il en existe plein, le plus connu peut-être c'est Ledger, pour ceux qui veulent aller loin dans la tech, il y a Coldcard, puis il en existe d'autres, Bitbox et Trésor qui sont très bien aussi, Jade qui a ses points positifs et ses points négatifs, SeedSigner qui est DIY, donc qui peut être réalisé par n'importe qui, mais en même temps qui est moins sécurisé. Voilà, il y a absolument de tout en fonction de ce que vous voulez, de l'interface plus ou moins user-friendly et tout, mais de manière générale, utiliser finalement un portefeuille logiciel permet de régler ce problème. On n'a pas à taper la seed phrase ni la passphrase derrière. Finalement, c'est quand même un gros point positif. Comme je le disais, notre portefeuille logiciel à droite, la seed phrase n'est jamais tapée du PC, techniquement elle ne sort jamais du device, donc du coup du portefeuille, j'ai dit une bêtise, j'ai mis logiciel mais je voulais dire portefeuille physique. En plus de ça, le portefeuille physique, il est déconnecté d'Internet, il ne peut pas envoyer des informations de lui-même, et il n'est à connecter au PC que au moment de l'envoi de la transaction. Et en fait, quand il est connecté au PC, donc en USB, ou même dans certaines situations, en flashant un QR code, ou bien en AirGap, et derrière, en fait, les informations qu'il va transmettre finalement au portefeuille et donc au réseau ne sont pas des informations directement liées à la clé privée, c'est des informations qui ont déjà été chiffrées et spécifiquement, donc des informations très précises, juste pour la transaction que vous allez passer. Par conséquent, votre seed phrase avec un portefeuille physique, derrière, vous êtes sûr et certain que ça ne posera pas, vous n'aurez pas de problème et vous ne pourrez pas vous la faire entre guillemets hacker. Alors, super. Franchement, on passe à l'étape supérieure. Ça, c'est un bon niveau de sécurité. On a passé Bitcoin sur les exchanges. On a un portefeuille physique. Donc, du coup, on a sa seed phrase associée qu'on a dupliqué à différents endroits et on a rajouté une passphrase complexe ou un code PIN. Franchement, on est bien. Vous pouvez même rajouter finalement pour vous prémunir des incendies ou autres, le fait finalement de rajouter une plaque en acier où votre seed phrase est finalement gravée. On est vraiment très très bien. Néanmoins, le portefeuille physique que vous avez acheté, si on pousse les choses, on pourrait se dire que si ça se trouve, il y a une faille de sécurité. Et qui dit faille de sécurité dit que derrière dans le code, peut-être qu'un jour, un hacker va réussir à obtenir le code et trouver une faille, et donc par conséquent faire en sorte que votre hardware wallet, votre portefeuille physique, vienne à vous voler, entre guillemets, ou plutôt à transmettre l'information de votre seed phrase. Bon, le point positif, c'est qu'encore une fois, il existe des solutions. Alors ces solutions sont effectivement plus techniques et permettent de se sécuriser du problème de le portefeuille physique vient se faire hacker ou bien est défaillant, ou bien il y a une faille de sécurité. La première solution, qui n'en est pas vraiment une, serait de choisir tout simplement un portefeuille physique.
dont le code est open source. Alors open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, en réalité, le code de ce hardware wallet, eh ben, tout le monde peut le lire. Alors ça a du positif et du négatif. C'est un gros point positif, c'est que même si vous n'êtes pas informaticien et vous n'y comprenez absolument rien au code, bah derrière, vous pouvez vous dire qu'il y a des personnes qui sont hyper à cheval sur la privacy, sur la confidentialité, et également qui ne veulent pas perdre leur Bitcoin, qui eux sont très calés dans le domaine et sont allés vérifier l'entièreté du code. Et donc par conséquent, il y a une notion de confiance là derrière forcément, mais on peut se dire que quand le code est open source, il y a plein de personnes qui sont allées vérifier ce code, et donc on peut peut-être faire plus confiance, voilà, à vous de vous positionner là-dessus, que finalement si le logiciel, le code n'était pas mis en open source et partagé à tout le monde. En parallèle, si le code est open source, ça veut dire qu'un hacker, il va pouvoir très facilement, vu qu'il a le code, il a juste à trouver une faille. Encore faut-il que la faille existe, mais généralement dans ce genre de situation, quand le code est open source, il y a eu énormément de tests qui ont été réalisés au préalable, y compris avec des white hats, de telle manière à ce que finalement, en fait, des failles de sécurité, il n'en existe pas. Alors là, il en existe plein, des portefeuilles physiques qui, justement, ont leur code en open source, Bitbox, Coldcard, Jade, Passport, etc., etc. Voilà, ça peut être une idée. En réalité, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Je dis pas que ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un portefeuille physique en open source, je dis juste que ça ne résout pas vraiment le problème qu'on avait au départ, qui était de trouver une solution au hack d'un portefeuille. Parce que même si le code est open source et qu'il a pu être review et donc vu par énormément de personnes, il peut toujours y avoir potentiellement pour celui-là une faille de sécurité. Et c'est là où arrive la technologie et quelque chose d'incroyable qui s'appelle le multisig. Alors le multisig, on ne va pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, parce que ça, ce sera le mois prochain avec la venue d'une entreprise qui s'appelle Wizard Sardine qui va faire un meet-up sur ce que c'est qu'un multisig et les solutions qu'ils ont mis en place justement pour sécuriser leur Bitcoin à partir d'un portefeuille qui s'appelle Yana, qui utilise du multisig et qui développe pas mal de choses très intéressantes, donc on verra ça le mois prochain. Mais donc, pour faire simple, de manière générale, c'est l'image qu'on a ici, quand on a un portefeuille avec une seed phrase classique, on a une seed phrase, et quand on veut passer une transaction au réseau, on va devoir signer en fait cette transaction avec notre seed phrase, donc on n'a qu'une seule de seed phrase, ça va permettre d'ouvrir le cadenas de notre transaction qui va être du coup libéré au réseau. En fait, techniquement parlant, on peut appeler ça un multisig 1 sur 1. C'est totalement con de l'appeler comme ça, mais on peut l'appeler comme ça. En fait, ça veut dire qu'on a eu une seed phrase qui est assignée pour finalement la totalité des seed phrases qui était 1. Donc on a du 1 sur 1. Mais on pourrait très bien avoir un multisig 2 sur 3, ou 3 sur 3, ou 1 sur 2, ou 2 sur 2, ou 8 sur 10, ou 1 sur 10, ou 100 sur 100. Il y a plein de possibilités, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Et donc par conséquent, l'intérêt c'est quoi? C'est que si une transaction doit être finalement partagée au réseau, donc doit être passée, eh bien dans le cas d'un multisig 2 sur 3, il faut qu'il y ait 2 signatures sur les 3. 2 signatures de clés privées. Ça veut dire qu'en fait, on aura 3 clés privées différentes. Clés privées 1, 2 et 3. Et il faut que 2 des 3 clés privées viennent à signer cette transaction pour qu'ensuite elle soit validée et envoyée sur le réseau. Et donc ça peut être le premier et le deuxième qui signent tous les deux. Mais si par contre, il n'y a que la première, dans ce cas-là, la transaction n'est pas envoyée sur le réseau. Ça peut être la première et la troisième, ou la troisième et la deuxième. Plein de possibilités. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Pour une raison qui est simple. Si quelqu'un vient finalement à récupérer la plaque en acier ou la seed phrase de ce portefeuille-là, donc cette seed phrase aussi, et bien derrière, ok, elle en a un, mais dans ce cas-là, pour pouvoir passer une transaction et voler les bitcoins associés à tout ce portefeuille, il faut 2 signatures sur les 3. Ça veut dire que la personne ou le hacker va devoir trouver une deuxième clé privée qui vous appartient, soit celle-ci, soit celle-ci. Et donc du coup, ça complexifie encore la chose. En gros, on peut peut-être se faire voler pour une raison X ou Y sur un PC une seed phrase, mais si derrière on doit avoir 2 validations sur les 3, on complexifie encore la chose pour la personne qui souhaiterait nous pirater. Franchement, le multisig, c'est quelque chose qui est très très positif pour ce qui est de la sécurité de son portefeuille. Alors, on parlait de la sécurité du portefeuille physique, parce qu'après tout, si le portefeuille physique se fait voler, du coup, si on n'est pas en multisig, voilà, problème. Le hacker peut potentiellement avoir accès au fonds. Mais, notamment dans le cas où le portefeuille physique est corrompu avec un problème, avec une faille de sécurité dans le code ou autre. Mais dans le cas d'un multisig, si c'est le numéro 1 qui est verrouillé, le 2 et le 3 vont faire l'affaire, et vous allez pouvoir derrière conserver la possession de vos fonds et faire ce que vous souhaitez avec.
Forcément, la problématique d'un multisig, c'est que comme vous avez maintenant non plus une mais 3 seed phrases, bah, il va falloir potentiellement avoir plusieurs devices. Vous pourriez par exemple avoir 2 portefeuilles physiques, une ledger et une call card, et avoir ensuite un portefeuille logiciel. Comme ça, vous faites en sorte que les risques potentiels, vous les sépariez entre différentes entreprises ou avec différentes situations, portefeuille physique versus portefeuille logiciel. De la même manière, comme vous avez 3 seed phrases, ça veut dire qu'il va falloir que vous les conserviez, ces 3 seed phrases. Donc potentiellement, si vous voulez vraiment au niveau sécurité faire attention, vous allez faire en sorte que, en fait, en réalité, vous ayez au total 3 backplates. Donc finalement, 3 plaques en acier sur lesquelles vous avez écrit chacune vos 3 seed phrases. Donc finalement, le multisig est une sécurité, une couche de sécurité supplémentaire qu'on peut rajouter, qui est extrêmement positive. Mais déjà, petit 1, il faut savoir le gérer, le mettre en place. Pas hyper compliqué, on en parlera dans les ateliers l'année prochaine, mais c'est tout. Voilà, il faut savoir le mettre en place. Et puis derrière, il faut se dire que c'est forcément un peu plus coûteux, même s'il y a des situations où on n'est pas forcément obligé d'avoir une plaque en acier. Et on peut très bien se dire que finalement, avoir juste 3 seed phrases à différents endroits dans le pays ou dans le monde, juste écrit sur un bout de papier, ça peut après tout convenir. D'ailleurs, je le dis juste, si par exemple la seed phrase de la ledger, la numéro 1 est mise chez le notaire, et que vous possédez à des endroits en France ou dans d'autres pays les 2 autres, même si le notaire ou le banquier observe la première seed phrase et puis décide de voler ce qu'il y a dessus, il ne pourra rien faire. Donc le multisig est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. On a donc sécurisé finalement un certain nombre de choses, puisqu'on n'a plus nos bitcoins sur nos exchanges, on possède ces clés privées, on a d'ailleurs plusieurs clés privées, plusieurs seed phrases, puisque du coup on a des portefeuilles physiques en multisig. Ces seed phrases, elles ont été dupliquées à différents endroits. On a mis une passphrase qui était complexe, et en plus de ça, c'est sur de l'acier, donc derrière, on n'est pas sensible aux incendies. Franchement, vraiment, là, on est proche de toucher l'absolue perfection. Alors, l'absolue perfection, ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin d'une sécurité comme celle-ci. Mais là, on n'est pas loin d'être sur la fin. Il me reste cependant un tout dernier point qui me semble essentiel à aborder. C'est finalement sécuriser ses bitcoins de soi-même. Le premier point, c'est de faire attention aux arnaques. Les rendements gratuits, ça n'existe pas. Le staking de bitcoin, ça n'existe pas. Si vous avez un jour quelqu'un ou un exchange qui vous propose de staker du bitcoin contre un rendement, ça n'existe pas. Le bitcoin est en proof of work et pas en proof of stake. Donc ça veut dire que derrière, en fait, la seule chose qu'ils font, c'est prendre vos bitcoins pour faire du trading avec, pour gagner plus d'argent, et vous croisez les doigts pour que finalement les bitcoins, ils les perdent pas dans leur trading finalement. Le staking de bitcoin, ça n'existe pas. Pareil, si vous êtes sur YouTube et que vous voyez Elon Musk ou Michael Saylor qui vous propose de doubler votre bitcoin, envoyez-moi un bitcoin, je vous en envoie 2. C'est du fake, c'est des vidéos qui ont été générées par intelligence artificielle, donc derrière ne le faites pas, c'est une arnaque. Pareil, 99% des ordinals, des NFT, etc., tout ce que vous pouvez trouver sur Twitter, c'est des scams aussi, donc ne vous faites pas avoir. Ne donnez surtout jamais votre seed phrase. Imaginez, vous avez quelqu'un qui vous appelle. Cette personne, elle vous dit qu'elle travaille chez Ledger, etc., que là, il y a une faille de sécurité, qui peuvent régler le problème pour vous, qui vous propose de donner votre seed phrase à l'oral. Ne faites jamais ça. Déjà, d'une part, parce que la base de Ledger a été piratée il y a quelques années, ou il y a quelques mois, donc derrière, peut-être que votre numéro de téléphone finalement a fuité, et surtout, la seed phrase, elle vous appartient, il ne faut pas la donner, parce que si vous la donnez, vous vous retrouvez dans une situation où on peut potentiellement voler vos bitcoins. Bon, point positif, si vous avez, comme on l'a dit juste avant, un multisig, finalement, vous êtes tranquille de ce point de vue-là. Si vous donnez une seed phrase, et que derrière, il vous en fallait au moins 2 pour valider sur les 3, derrière, il ne peut rien se passer. Mais ne donnez pas vos seed phrases. Et pareil, faites attention à où vous téléchargez vos portefeuilles, donc Sparrow, sur votre téléphone, etc. Vérifiez les sources, vérifiez les liens, pour finalement pas se retrouver à télécharger un virus. Mais encore une fois, dans le cas où on utilise un hardware wallet, de ce point de vue-là, ça ne devrait pas poser problème. En parallèle, faites attention aux émotions. Vous précipitez pas, hein. C'est pas parce qu'on arrive en bull run et que derrière vous allez voir Bitcoin qui va faire plus 20% en un jour, ou des altcoins ou shitcoins qui vont doubler ou tripler en une semaine, que ça veut dire que ça y est, il faut tout faire en même temps. Non, prenez les choses petit à petit. C'est si vous justement vous décidez de vous précipiter que vous risquez de faire des erreurs. Je vais vous donner un exemple. Moi qui dans la sécurité de mes Bitcoins, je fais très attention, je me suis retrouvé dans une situation un jour où mon portefeuille m'affichait
0 Bitcoin sur le portefeuille directement, alors que je suis connecté à mon propre nœud, que je n'avais pas de problème de PC, pas de problème d'internet, ni quoi que ce soit. En fait, c'est juste qu'il y a eu un petit problème qui s'est passé. Il a fallu derrière que je comprenne pourquoi et que je réinitialise quelque chose pour que derrière tout se repasse normalement et que je revoie le montant en question. Mais derrière, je vous assure que j'ai senti un palpitement qui m'a fait dire ah bah j'ai perdu toutes mes économies. Alors pas toutes mes économies, mais vous comprenez l'idée. Donc faites attention à vos émotions, ne vous précipitez pas, faites des tests en amont avec des petits montants, ça peut être une bonne idée effectivement, pour ne pas vous retrouver dans une situation comme au moment d'un bull run, à vouloir tout faire trop vite et finalement à faire des erreurs. Et surtout, si vous n'êtes pas sûr, demandez des conseils sur Telegram, sur le Discord de Bitcoin Lille, lors des meet-up. C'est vraiment la meilleure idée en croisant les sources pour être sûr que derrière on ne vous a pas en renvoyé vers quelque chose qui était fallacieux. Le troisième et avant-dernier point, d'ailleurs le dernier point, c'est de faire attention à l'erreur humaine. Et finalement, il est tout à fait possible que lorsque vous écriviez à la main votre seed phrase sur le papier, vous écriviez très très mal. Ou bien que vous écriviez au crayon de papier et qu'un an après, quand vous décidez d'aller chercher cette seed phrase parce que vous avez, je ne sais pas, perdu votre ordinateur ou autre, bah finalement vous vous retrouvez dans une situation où le crayon ne s'affiche plus, vous n'arrivez pas à lire convenablement. Il y a d'autres situations aussi qui peuvent arriver. Le fait que, si par exemple vous avez des enfants et qui décident de prendre cette feuille malheureusement, malencontreusement et de dessiner dessus, vous voyez plus rien. Attention à la perte de mémoire, à perdre un mot de passe. Ça arrive pour beaucoup d'entre nous, assez régulièrement ou pas. Donc là-dessus, faites très attention. Pareil à la maladie, voire à la mort. De manière générale, on peut dire qu'il y a 2 conseils à avoir en tête. Le premier, c'est de ne pas faire trop compliqué, de faire en fonction de ses compétences, de ses capacités, et voilà, le meilleur exemple, c'est le cas de la seed phrase cryptée dont on parlait tout à l'heure, en mettant en binaire, en rajoutant des mots ou autre. C'est le meilleur moyen de se tromper. Faites simple, et puis derrière, il y a potentiellement la technologie qui peut vous aider, comme un hardware wallet ou bien un multisig. La deuxième chose qu'on peut dire également, c'est de réfléchir à un document qui va permettre d'expliquer en cas de décès, de perte de la mémoire ou autre, finalement comment on peut récupérer les fonds, que ce soit vous ou que ce soit des personnes de votre famille, puisque derrière ils sont en train de se concerter pour l'héritage puisque vous venez de décéder. Ça ne veut pas dire que vous devez donner la seed phrase ou les seed phrases directement en les écrivant sur un autre bout de papier, parce que sinon vous recréez des risques. Quelqu'un qui trouve ce bout de papier, par exemple votre notaire, finalement il a accès à vos bitcoins. Mais ça peut être de dire, voilà, j'ai des bitcoins, on va dire j'ai plus de 100 000 balles en bitcoin, ou bien j'ai plusieurs bitcoins. Voilà. Comme ça fait plus général sans dire les montants, sur le papier que vous donnerez un jour à votre famille, ou qui lui est présent chez votre notaire. Et puis au lieu de mettre les seed phrases, vous direz, voilà, en fait, en réalité, il va falloir que tu trouves 2 choses sur les 3. Ces 3 choses, elles se situent là et là. Si tu trouves pas l'une des 2 premières, tu peux aussi aller chercher là. Et là, tu en auras 2 sur les 3 au minimum. Maintenant que tu as ces 2 sur les 3, donc ces 2 seed phrases sur les 3, ou ces 2 hardware wallets sur les 3, ça peut être important de mettre les bons mots aussi pour que la famille puisse retrouver du coup à quoi ça correspond. Et bien maintenant, il va falloir que tu télécharges un portefeuille, vous pouvez même faire un petit tutoriel, ou bien si vous savez que votre famille n'y connaît absolument rien là-dedans, vous pourriez même dire, tiens, tu peux aller directement contacter lors des meet-up Bitcoin Lille telle personne, et puis derrière, ils vont t'aider. Alors attention, et là-dessus, c'est un point positif, c'est qu'à Bitcoin Lille, on est en train de travailler là-dessus pour que ça ne puisse pas arriver, mais surtout, dites à votre famille si vous réalisez cela, n'amenez pas les hardware wallets ou n'amenez pas les seed phrases en meet-up. Absolument. Il faut que lorsque les personnes viennent lors de ces meet-up pour une situation de mort et finalement de legacy, que ces personnes soient juste là pour apprendre comment on fait pour restaurer un portefeuille avec des seed phrases, avec un multisig, et pour apprendre à faire une transaction, ou apprendre à vendre du Bitcoin. Ça, c'est absolument important. C'est vraiment un point à avoir en tête. Donc voilà, l'erreur humaine est possible, la maladie, la perte de mémoire, la mort également, et donc mieux vaut finalement faire attention à ces situations. C'est pas quelque chose qui est... je dirais, la sécurité de la même manière que les arnaques, la gestion des émotions ou même la sécurité informatique dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense que c'est un point vraiment essentiel qu'il faut conserver en tête, quitte à, petit à petit, au fil des années et au fil de la vie, venir à modifier cela en fonction de comment vous vous sentez, de votre situation, de votre âge, etc. Bon, conclusion, parce que je pense que c'est important de faire du pratico-pratique. Ma conclusion, elle va vraiment dépendre de la sensibilité que vous avez, de la valeur totale que vous avez de votre portefeuille, forcément. Si vous avez 0,0001 bitcoin, soit quelques centaines d'euros, ou bien si vous aviez plusieurs bitcoins, ou même des millions ou des dizaines de millions d'euros en bitcoin,
finalement, c'est pas la même chose, la sécurité que vous allez vouloir avoir là-dessus. Ça va dépendre aussi de la proportion de Bitcoin que vous avez au sein même de votre patrimoine, des connaissances et des compétences techniques que vous avez. Enfin bref, c'est vraiment en fonction de chacun. Je dirais que le niveau 1, c'est même pas la base en fait, mais c'est à la limite, si vous n'avez pas beaucoup, à vous de définir ce que c'est. Vous pouvez garder à la limite vos quelques dizaines ou centaines d'euros de Bitcoin sur un exchange. À la limite. Tout le monde ne le voudra pas, et tant mieux, mais à la limite, pourquoi pas. Le niveau 2, c'est vraiment un niveau où derrière, ça commence à devenir important, vous sentez que vous avez un montant que vous ne voulez pas laisser sur un exchange, parce que si cet exchange il disparaît, c'était une arnaque, ou il est saisi, ou il part en faillite, comme plein d'exemples que je vous ai montré tout à l'heure, derrière, vous allez posséder vos bitcoins. Et donc le niveau 2 de la sécurité, qui est déjà vraiment un bon niveau de sécurité, c'est d'avoir un portefeuille physique, donc un hardware wallet. Je passe même pas tout de suite par le portefeuille logiciel. Je parle juste d'un hardware wallet, parce que derrière, vous avez plein d'attaques qui finalement sont réglées si vous disposez d'un portefeuille physique. Donc vous en avez un, vous avez une passphrase, et votre seed-phrase, elle est disposée dans plusieurs lieux, et pour l'instant juste en papier. Pour l'instant juste en papier parce que votre portefeuille il est physique, et derrière, voilà, c'est comme vous avez une passphrase, si quelqu'un trouve cette seed-phrase en papier, de toute façon il n'a pas la passphrase, donc la probabilité que finalement il puisse accéder à vos fonds est déjà absolument infime. C'est à peu près 50 € un portefeuille physique, ça dépend de celui qu'on achète. Le niveau 3, qui est vraiment un niveau au-dessus dans la sécurité, là ça dépend de votre sensibilité par rapport aux incendies ou autres, c'est d'avoir la même chose, portefeuille physique, passphrase, mais d'avoir des plaques en acier pour la seed-phrase qui va être gravée dedans. Voilà, il y a un petit écart entre les deux, il y a effectivement une centaine d'euros à rajouter, mais ça peut permettre de vivre, on va dire, de manière plus sereine par rapport à ce genre de situation. Et puis, ensuite, si on veut passer encore au niveau du dessus, qui finalement je dirais le niveau ultime, ce serait avoir peur qu'un portefeuille physique, pour une raison X ou Y, puisse avoir une faille, ou bien qu'on ait peur tout simplement de se retrouver avec une des plaques en acier qui disparaît et quelqu'un qui brute force par exemple notre passphrase, eh bien c'est niveau 4. C'est d'avoir plusieurs portefeuilles physiques et logiciels sous forme de multisig avec une passphrase et les seed-phrases de ces portefeuilles physiques ou logiciels qui sont disposés dans plusieurs endroits en acier. Ça veut dire que c'est à peu près 300 € pour la sécurité, c'est vrai. Mais en réalité, si derrière vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros en bitcoin, ou plusieurs bitcoins, finalement c'est quoi 300 €? C'est rien par rapport à la sécurité que vous avez. Quand vous réfléchissez finalement au compte en banque que vous avez et à la sécurité qu'il y a derrière pour tout ce qui est transfert de fonds, etc., vous vous rendez compte qu'en fait 300 € pour une vie, c'est pas grand-chose. Voilà un petit peu les 4 niveaux qu'on pourrait donner. De manière générale, si vous êtes débutant et que vous avez très peu, vous pouvez rester au niveau 1. Si par contre vous commencez à avoir une somme plus ou moins conséquente, à vous de définir ce que ça veut dire, vraiment passez au niveau 2 le plus rapidement possible, ne laissez pas vos bitcoins sur un exchange. Et puis ensuite, le passage entre niveau 2 et niveau 3 dépend de la sensibilité de chacun, voilà, face aux incendies, aux séismes ou autres. Et puis le niveau 4 qui est le niveau ultime, mais là-dessus il faut être compétent, il faut avoir des connaissances de ce point de vue-là pour ne pas finalement se faire avoir et vouloir faire un truc trop compliqué alors qu'on n'en a pas les capacités ou les connaissances. Voilà un petit peu ce qu'il en était sur sécuriser ses bitcoins. Le mois prochain, la présentation ce sera en juin sur qu'est-ce qu'un multisig. Présentation qui se réalisera du coup en vidéo uniquement sur le multisig et lors du Meetup Bitcoin Lead également sur l'équipe de Wizard Sounding qui viendra présenter Liana. Et en fin d'année, on parlera du bullrun et du fisc. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo du chapitre 7, comment sécuriser ses bitcoins, vous a plu. Et puis faites-y très attention, puisque derrière, une erreur, qu'elle soit humaine ou non, et bien finalement, elle peut arriver assez vite. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à surtout ne pas dire ce que vous faites pour sécuriser vos bitcoins. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.